La clé n'entrait pas. C'était une vieille clé en laiton, usée par des décennies de passage dans ma main, dans celle de mon mari avant moi. Je connaissais chaque encoche, chaque imperfection de son métal fatigué. Elle aurait dû glisser dans la serrure avec cette familiarité douce et rassurante qui signifiait « chez soi ». Mais elle a buté. Un contact dur, métallique, final. J'ai réessayé. Plus lentement cette fois, en me penchant pour mieux voir, malgré la lumière déclinante de cette fin d'après-midi d'automne. Le taxi qui m'avait ramené de la gare venait de s'éloigner, son bruit de moteur s'évanouissant dans la rue calme, me laissant seul sur le perron avec ma valise et ce silence soudain. Rien. La clé refusait d'entrer. C'était comme essayer de pousser un doigt à travers une plaque d'acier. Une confusion froide a commencé à s'insinuer en moi, plus glaçante que le vent qui faisait frissonner les dernières feuilles du chêne dans le jardin. J'ai examiné la serrure. Elle était neuve. Brillante. Un cylindre d'argent impeccable qui me fixait, étranger et hostile, sur ma propre porte d'entrée. Ils avaient changé les serrures. Le mot s'est formé dans mon esprit, mais il n'avait aucun sens. C'était une impossibilité, une aberration. Mon fils, Marc, et sa femme, Isabelle. Ils m'avaient mise dans ce train il y a 2 semaines. Pour des vacances. Un cadeau. Tu as besoin de te reposer, maman. De voir la mer. On s'occupe de tout ici. Leur sourire était si large. Insistance. J'avais senti une fausse note, comme une corde de piano mal accordée, mais je l'avais ignorée. C'était plus simple d'ignorer. C'était devenu une habitude au fil des ans. Accepter, sourire en retour, ne pas faire de vagues. J'ai sorti mon téléphone. Mes doigts étaient engourdis, non pas par le froid, mais par le choc qui commençait à se propager dans mes veines. J'ai composé le numéro de Marc. Il n'a pas répondu. Messagerie vocale. Sa voix joyeuse et pressée, enregistrée pour le monde entier, me demandant de laisser un message. Je n'en ai pas laissé. J'ai appelé Isabelle. Même résultat. Le silence après la tonalité était assourdissant. Il contenait tout. Leur absence, leur décision, leur mépris. J'étais là, sur le seuil de la maison où j'avais élevé mon fils, où j'avais veillé mon mari jusqu'à son dernier souffle, et j'étais une étrangère. Une intruse. Ma propre clé, maintenant inutile, était encore serrée dans ma main. Un petit totem d'une vie qui venait, sans un mot, de m'être retiré. Le vent s'est levé, charriant l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes. J'ai regardé ma valise. Elle semblait soudainement ridicule, posée sur les dalles de pierre. Un bagage pour un voyage qui s'achevait par une porte fermée. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. Un calme étrange, presque surnaturel, s'est emparé de moi. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était une clarté. Une clarté terrible et glaciale, comme la surface d'un lac gelé. Pendant des années, j'avais senti les fondations de ma vie s'éroder. Des petites fissures, des petits effritements. Un commentaire dédaigneux d'Isabelle sur mes rideaux. Un soupir d'impatience de Marc quand je lui demandais de l'aide pour le jardin. Le Noël où il m'avait dit de ne pas apporter ma tarte aux pommes, parce que les enfants n'aiment pas les desserts de grand-mère. J'avais apporté la tarte quand même. Personne n'y avait touché. Elle était restée sur le buffet, un reproche silencieux que seul moi pouvais entendre. Chaque incident était une petite mort. Un petit renoncement. Je m'étais effacée petit à petit pour leur faire de la place, pensant que c'était ça, le rôle d'une mère. D'une grand-mère. Devenir une présence douce et accommodante en arrière-plan. Une tapisserie familière sur le mur de leur vie bien remplie. Mais une tapisserie n'est pas mise à la porte. J'ai lâché la clé. Elle est tombée sur le paillasson avec un petit bruit mat. Le son d'une fin. Je me suis assise sur la marche la plus haute, ma valise à côté de moi comme une unique compagne. La nuit tombait pour de bon. Les lumières des voisins commençaient à s'allumer, projetant des carrés jaunes et chauds sur les pelouses voisines. Des vies se déroulaient derrière ces fenêtres. Des dîners se préparaient. Des familles se retrouvaient. Moi, j'étais dehors. Je suis restée là longtemps. Assez longtemps pour que le froid pénètre mon manteau et atteigne mes os. Je ne pensais à rien de précis. Je laissais juste les vagues de souvenirs me submerger. La première fois que j'avais franchi cette porte, jeune mariée, la main de Jean dans la mienne. Le jour où Marc avait fait ses premiers pas dans ce couloir. Les rires, les larmes, les odeurs de café et de bois ciré. Toute une vie contenue entre ces murs.
Des murs qui m'étaient désormais interdits. Le téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Marc. Bien rentré maman? J'espère que le voyage s'est bien passé. On est encore chez des amis pour le dîner. On rentre tard. La clé est sous le pot de géranium. J'ai lu le message 2 fois. 3 fois. La clé. Une clé. Pas ma clé. Une clé qu'ils avaient daigné me laisser, comme à une femme de ménage ou à un voisin qui vient arroser les plantes. Sous le pot de géranium. J'ai regardé le pot. Il était là, à ma droite. J'ai tendu la main, soulevé la soucoupe en terre cuite. Une clé neuve, brillante, y était posée. Froide au toucher. Anonyme. Je l'ai prise. Je l'ai insérée dans la nouvelle serrure. Elle a tourné sans effort. La porte s'est ouverte. L'air à l'intérieur était différent. Il ne sentait plus comme chez moi. Il y avait un parfum d'ambiance, quelque chose de chimique et de floral. Une odeur qu'Isabelle aimait. L'odeur de ma disparition. J'ai allumé la lumière du vestibule. Tout était à sa place, et pourtant tout était changé. Un nouveau tapis. Des cadres photos réarrangés sur la petite console. Une photo de moi avec Jean avait disparu, remplacée par un grand portrait de Marc, Isabelle et leurs 2 enfants, souriant à l'objectif dans un studio professionnel. J'ai avancé dans le salon. Le fauteuil en velours usé de Jean, celui dans lequel je m'asseyais chaque soir pour lire, n'était plus là. À sa place, un pouf moderne et sans âme. J'ai compris. Les vacances n'étaient pas un cadeau. C'était une diversion. Une manière de m'éloigner pour qu'ils puissent remodeler ma maison, ma vie, à leur image. Pour la préparer à devenir la leur. J'ai posé ma valise. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Je suis allée dans la cuisine. Le comptoir, autrefois encombré de mes bocaux de confiture et de mon pot à ustensiles en céramique, était vide. Net. Stérile. Comme une cuisine de magazine. Mon agenda, où je notais mes rendez-vous et les anniversaires, avait disparu du mur à côté du téléphone. Ils n'effaçaient pas seulement mes affaires. Ils effaçaient mes habitudes. Mon existence. Je suis montée à l'étage. Ma chambre. Le lit était fait avec une nouvelle parure de couette, grise et géométrique. Mes livres de chevet avaient été rangés dans la bibliothèque. Un silence de musée régnait. La porte de la chambre d'amis était ouverte. Leurs affaires étaient là. Des valises à moitié défaites. Des vêtements jetés sur le lit. Ils s'étaient installés. Et puis, je l'ai vu. Sur le bureau qui avait appartenu à mon mari, un ordinateur portable était ouvert. À côté, une pile de brochures. Des brochures pour des résidences pour personnes âgées. Le repos des tilleuls. La sérénité dorée. Une flèche de glace m'a transpercé le cœur. Ce n'était pas qu'un simple réaménagement. C'était un plan. Étape 1, m'envoyer loin. Étape 2, prendre possession des lieux. Étape 3, me placer dans un endroit où je ne dérangerai plus. La clarté est devenue aveuglante. La douleur a reflué, remplacée par autre chose. Un calme d'acier. Une résolution froide et pure. J'ai redescendu les escaliers. J'ai pris mon sac à main, la clé anonyme, et je suis ressorti. J'ai refermé la porte derrière moi. J'ai remis la clé sous le pot de géranium, exactement là où je l'avais trouvée. J'ai descendu les marches du perron et j'ai appelé un autre taxi. Je lui ai donné l'adresse d'un hôtel du centre-ville. Dans la chambre d'hôtel impersonnel, avec sa moquette standard et son odeur de désinfectant, je me suis assise sur le lit. J'ai sorti un carnet et un stylo de mon sac. Pendant des années, j'avais fait des listes. Liste de courses. Liste de choses à faire. Liste de cadeaux de Noël pour les petits-enfants. Ce soir-là, j'ai commencé une nouvelle liste. 1. Contacter Maître Dubois. 2. Rassembler les documents. Titre de propriété. Acte de mariage. Testament de Jan. 3. Huissier de justice. Le mot « huissier » paraissait étrange sous ma plume. Un mot dur, officiel. Un mot pour des situations désespérées. Je n'étais pas désespérée. J'étais décidée. Le lendemain matin, à 9 heures précises, j'étais dans la salle d'attente de Maître Dubois, le notaire qui s'était occupé de la succession de Jean. C'était un homme jeune, le fils de l'ancien notaire de la famille, mais il avait des yeux vifs et une écoute attentive. L'odeur de son bureau était celle du papier, du cuir et d'un café fort.
C'était une odeur rassurante. L'odeur de l'ordre et de la loi. Je lui ai tout raconté. Les vacances, la serrure, les brochures. Je n'ai pas pleuré. Ma voix était égale, presque monotone. Je lui présentais des faits, pas des émotions. Il m'a écouté sans m'interrompre, ses doigts joints sur son bureau en acajou. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. « Madame Martin », a-t-il dit enfin, d'une voix posée. « La maison vous appartient en pleine propriété. Votre fils et sa femme n'ont aucun droit d'y résider sans votre consentement, et encore moins de modifier le bien. Ce qu'ils ont fait est illégal. » Le mot a résonné. Illegal. Ce n'était pas juste une méchanceté familiale, une trahison intime. C'était un délit. Que puis-je faire ? Ai-je demandé. Plusieurs choses, a-t-il répondu. Mais la première est de sécuriser votre propriété. Vous avez besoin d'un huissier pour constater l'occupation sans droit ni titre et, si nécessaire, procéder à une expulsion. C'est une procédure rapide quand le propriétaire légitime est celui qui la demande. Il m'a donné le nom d'un confrère, un huissier réputé pour son efficacité et sa discrétion. Il faudra choisir le bon moment, a ajouté Maître Dubois. Le jour de leur retour de ce dîner, par exemple. L'effet de surprise est un atout. Je suis sorti de son bureau avec une nouvelle sensation. La dignité. C'était un sentiment que j'avais presque oublié, enfoui sous des couches de compromis et de silence. J'ai passé le reste de la journée à suivre ma liste. Je suis allé à ma banque. J'ai expliqué la situation à une jeune conseillère qui m'a regardé avec une compassion sincère. Ensemble, nous avons examiné mes comptes. Marc avait une procuration sur mon compte courant. Pour t'aider avec les factures, maman. C'est plus simple. J'ai révoqué la procuration. Sur le champ. La conseillère a tapé sur son clavier avec une efficacité redoutable. Clic. C'était fait. Un lien de plus s'était coupé. J'ai demandé à voir les relevés des dernières semaines. Des retraits importants avaient été faits. Des achats dans des magasins de meubles, de décoration. Ils avaient payé leur invasion avec mon argent. La nausée m'est venue, mais je l'ai repoussée. Ce n'était plus le moment de se sentir blessé. C'était le moment d'agir. J'ai transféré la majorité de mes économies sur un nouveau compte, à mon seul nom. J'ai laissé le strict minimum sur l'ancien, de quoi couvrir les prélèvements automatiques. Ensuite, j'ai appelé l'huissier. Sa voix était grave, professionnelle. Il n'a posé que des questions factuelles. Mon nom, l'adresse, la situation. Il ne m'a pas demandé comment je me sentais. J'ai apprécié. Il rentre ce soir, lui ai-je dit. Je ne sais pas à quelle heure. Peu importe, a-t-il répondu. Je serai disponible. Appelez-moi quand vous les verrez arriver. Je serai là en moins de 20 minutes avec un serrurier et 2 témoins, comme la loi l'exige. La machine était en marche. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de Marc. D'abord de la confusion. Maman, on est rentré. Tu n'es pas là? La valise est dans l'entrée. Puis de l'agacement. Maman, il est tard. Où es-tu? On s'inquiète. Rappelle-nous. J'ai regardé chaque message s'afficher sur l'écran verrouillé, puis s'éteindre. Je ne répondais pas. Mon silence était ma seule réponse. Un mur qu'ils ne pouvaient pas franchir. Un miroir qui leur renvoyait leur propre négligence. S'inquiétaient-ils vraiment? Ou s'inquiétaient-ils que leur plan bien huilé rencontre un obstacle imprévu? Un appel de ma petite fille, Chloé. La fille aînée de Marc. Elle a 20 ans, elle étudie dans une autre ville. C'est la seule qui prend encore le temps de m'appeler juste pour savoir comment je vais. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Mamie? Papa me a appelé. Il a l'air paniqué. Il dit que tu as disparu. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix était pleine d'une anxiété authentique. J'ai senti une fissure dans mon armure d'acier. Je vais bien, ma chérie. Je suis à l'hôtel pour une nuit ou 2. À l'hôtel? Mais pourquoi? Il y a un problème à la maison? J'ai pris une grande inspiration. Tes parents ont changé les serrures, Chloé. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Un silence choqué. Quoi? Mais, c'est pas possible. Pourquoi il ferait ça? Pour s'installer, je crois. Et pour me trouver une autre place. J'ai entendu son souffle se couper. Les brochures. Sur le bureau. Je les ai vues la semaine dernière. Je pensais.
Je ne sais pas ce que je pensais. Oh, Mamie. Je suis tellement désolée. Elle pleurait. Ses larmes étaient pour moi. Une émotion pure, non calculée. C'était un baume sur une blessure que j'ignorais être si profonde. Ne sois pas désolée, Chloé. Ce n'est pas ta faute. Mais écoute-moi. Ce soir, il va se passer quelque chose. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout est sous contrôle. Qu'est-ce que tu vas faire? Je reprends ma maison. Je lui ai dit que je la rappellerai le lendemain. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Cet acte, je devais le poser seul. J'ai commandé un repas simple au service d'étage de l'hôtel. J'ai mangé lentement, en regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Je n'étais plus la femme qui s'effaçait. J'étais une femme qui attendait l'heure de la justice. Vers 22 heures, j'ai pris un taxi. Je me suis fait déposer au coin de ma rue. Je me suis posté dans l'ombre d'un grand marronnier, de l'autre côté de la route. De là, je pouvais voir ma maison. Toutes les lumières étaient allumées. Elles brillaient dans la nuit, mais c'était une lumière froide. Une lumière d'occupation. J'ai attendu. Le temps s'étirait. Chaque minute était une heure. J'avais froid, mais je ne le sentais pas. J'étais concentré sur cette porte. Ma porte. Enfin, une voiture a tourné dans l'allée. La voiture de Marc. Les phares ont balayé la façade. Ils étaient rentrés. J'ai vu leur silhouette descendre de voiture. J'ai attendu qu'ils entrent. La porte s'est ouverte, a déversé un flot de lumière, puis s'est refermée. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro de l'huissier. Ils sont là, ai-je dit simplement. J'arrive. L'attente qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, un tambour annonçant la bataille. Mais mes mains étaient stables. Mon esprit était clair. 20 minutes plus tard, une voiture sombre s'est garée silencieusement le long du trottoir. Monsieur Vasseur, l'huissier, en est descendu. C'était un homme grand, imposant, vêtu d'un costume impeccable. Il était accompagné d'un homme plus jeune, un serrurier, qui portait une lourde caisse à outils. 2 autres hommes, les témoins, sont sortis d'une seconde voiture. Monsieur Vasseur m'a aperçu dans l'ombre et s'est approché. Il a simplement hoché la tête. « Vous êtes prête, Madame Martin ?» J'ai hoché la tête en retour. Nous avons traversé la rue. Le bruit de nos pas sur l'asphalte semblait incroyablement fort dans le silence de la nuit. Arrivé sur le perron, Monsieur Vasseur a sonné. 1 fois. 2 fois. La porte s'est ouverte. C'est Marc qui est apparu. Il était en chemise, l'air fatigué. Quand il m'a vu, flanqué de ces 4 hommes inconnus, la confusion s'est peinte sur son visage. Maman? Mais qu'est-ce que? Qui sont ces gens? Monsieur Vasseur a fait un pas en avant. Il n'a pas élevé la voix, mais son ton était chargé d'une autorité sans appel. Monsieur Mark Martin? Je suis maître Vasseur, huissier de justice. Je suis ici à la demande de Madame Hélène Martin, la propriétaire de ce domicile. Isabelle est arrivée derrière Marc, un torchon à la main. Son sourire s'est figé en voyant la scène. Propriétaire? Mais c'est la maison de famille, a balbutié Marc. C'est la maison de Madame Martin, a corrigé l'huissier. Et vous l'occupez actuellement sans son consentement, ce qui constitue une occupation sans droit ni titre. Je vous demande de bien vouloir quitter les lieux immédiatement. Le visage de Marc a passé de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère. Quitter les lieux? Mais c'est absurde. C'est notre mère. Maman, dis-leur. Dis-leur que c'est une erreur. Il s'est tourné vers moi, les yeux implorants. C'était la première fois qu'il me regardait vraiment, qu'il cherchait vraiment mon regard, depuis des années. J'ai fait un pas en avant. Je me suis arrêtée à côté de l'huissier. J'ai regardé mon fils, puis ma belle-fille. Il n'y a pas d'erreur, Marc, ai-je dit. Ma voix était calme. Plus calme que je ne l'aurais cru possible. Vous avez changé les serrures de ma maison. Vous avez disposé de mes affaires. Vous avez prévu de vous débarrasser de moi. Ceci n'est plus une maison de famille. C'est ma maison. Et vous n'êtes plus les bienvenus. Le silence qui a suivi était total. Un abîme de compréhension venait de s'ouvrir entre nous. Isabelle a été la première à réagir. Son visage s'est durci. Après tout ce qu'on a fait pour toi. On voulait juste simplifier les choses. Pour ton bien. Mon bien?
ai-je répété, un léger frisson parcourant le mot. Mon bien, c'est de décider par moi-même où je vis et comment je vis. Un droit que vous avez essayé de me retirer. Monsieur Vasseur a repris la parole, coupant court à toute discussion. Vous avez 1 heure pour rassembler vos effets personnels les plus urgents. Vous pourrez revenir, sur rendez-vous et en ma présence, pour récupérer le reste. Si vous refusez d'obtempérer, je serai contraint de faire appel aux forces de l'ordre. Le mot « police » a eu l'effet d'une déflagration. Marc est devenu livide. Ils n'ont pas discuté davantage. Ils sont rentrés, hébétés. L'huissier et les 2 témoins sont entrés avec eux pour s'assurer que tout se déroulait dans l'ordre. Je suis resté sur le perron avec le serrurier. Je ne voulais pas entrer tout de suite. Je ne voulais pas assister à leur défaite. Ce n'était pas une vengeance. C'était une restauration. Le serrurier s'est mis au travail sur la serrure neuve, celle qu'ils avaient installée. Le bruit de ses outils était précis, efficace. Il détruisait leur intrusion. Moins d'1 heure plus tard, Marc et Isabelle sont ressortis, chacun tirant une valise. Ils ne m'ont pas regardé. Leurs visages étaient fermés, des masques de ressentiment et d'humiliation. Ils ont chargé leurs affaires dans leur voiture et sont partis sans un mot. Le bruit de leur moteur s'est évanoui dans la nuit, tout comme celui du taxi la veille. Mais cette fois, le silence qui a suivi était un silence de libération. Le serrurier avait fini. Il m'a tendu un jeu de clés neuves. Voilà, madame. Personne ne pourra entrer sans celle-ci. Je les ai prises. Elles étaient lourdes et solides dans ma main. Le poids de ma propre autorité. J'ai remercié l'huissier et son équipe. Ils sont partis aussi discrètement qu'ils étaient arrivés. Et je me suis retrouvé, de nouveau, seul sur mon perron. J'ai inséré ma nouvelle clé dans la nouvelle serrure. Elle a tourné avec une douceur parfaite. J'ai poussé la porte. L'odeur de parfum d'ambiance d'Isabelle flottait encore, mais elle était déjà en train de se dissiper. J'ai ouvert les fenêtres, laissant l'air frais de la nuit entrer et purifier l'espace. La maison était silencieuse. Mais ce n'était plus un silence hostile. C'était mon silence. Un silence que je pouvais remplir avec mes propres pensées, ma propre musique, mon propre souffle. Je suis monté dans ma chambre. J'ai retiré la parure de couette grise et géométrique. Je l'ai jetée par terre. Je suis allé chercher dans l'armoire à linge ma vieille couverture en patchwork, celle que j'avais faite il y a 30 ans. Elle sentait la lavande et le temps. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise dans le fauteuil du salon, celui que j'avais cru perdu. Je l'ai retrouvé dans le garage, couvert d'un drap. Ils n'avaient pas osé le jeter. Un dernier reste de leur conscience, peut-être. Je l'ai dépoussiéré et je l'ai remis à sa place. Assise dans ce velours familier, j'ai regardé l'aube se lever à travers la fenêtre. Le ciel passait du noir à l'indigo, puis au rose et à l'orange. Un nouveau jour. Mon premier nouveau jour. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai méthodiquement déconstruit l'influence qu'ils avaient sur ma vie. J'ai changé mon testament avec Maître Dubois. Ma maison et mes économies n'iraient plus à Marc. Tout irait à Chloé, en fiducie jusqu'à ses 25 ans. Et une part significative serait versée à une association d'aide aux personnes âgées isolées. J'ai organisé la restitution de leurs affaires avec l'huissier. Ils ne sont jamais revenus eux-mêmes. Ils ont envoyé une société de déménagement. Je les ai regardés de la fenêtre de la cuisine, buvant une tasse de thé noir bien chaud. Je ne ressenteis ni tristesse, ni triumph. Juste une paix profonde. La paix de l'ordre restauré. J'ai repeint le salon. J'ai choisi une couleur chaude, un jaune pâle comme la lumière du soleil matinal. J'ai racheté un pot à ustensiles en céramique. J'ai recommencé à faire des confitures dont l'odeur de cannelle et de fruits cuits a rempli la maison. Chloé est venue me voir un week-end. Elle est entrée et m'a serré dans ses bras. La maison sent de nouveau comme chez toi, mamie, a-t-elle murmuré. Nous avons passé l'après-midi à regarder de vieux albums photos. Nous avons ri. Nous avons pleuré un peu en voyant les photos de son grand-père. Nous avons parlé du futur. De ses études, de ses rêves. Pas une seule fois nous n'avons mentionné ses parents. Il n'y en avait pas besoin. Un jour, une lettre est arrivée. L'écriture de Marc sur l'enveloppe. Je l'ai posée sur la table de l'entrée. Elle est restée là pendant 1 semaine. 2 semaines. Je ne l'ai pas ouverte. Peut-être qu'elle contenait des excuses. Peut-être des reproches. Peut-être des menaces. Peu importe.
Les mots écrits sur du papier ne pouvaient plus rien changer. Les actes avaient parlé, et j'avais répondu par des actes. Ma vie est devenue plus simple. Plus calme. Plus petite, peut-être, aux yeux du monde. Mais pour moi, elle était infiniment plus grande. Je n'attendais plus les appels qui ne venaient pas. Je ne m'inquiétais plus de déranger. Je n'essayais plus de me faire aimer. Je me suis inscrite à un club de lecture. J'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque du quartier. J'ai rencontré des gens qui me voyaient pour qui j'étais, Hélène. Pas une mère, pas une grand-mère. Juste Hélène. Parfois, le soir, assise dans le fauteuil de Jean, je pense à cette clé qui n'entrait pas dans la serrure. Ce moment de rupture. Ce contact dur et final. Ce n'était pas la fin de mon monde. C'était le début. Le moment où j'ai arrêté de laisser les autres écrire mon histoire. Le moment où j'ai repris la plume. Et la clé. La maison est silencieuse. Le tic-tac de la vieille horloge du couloir rythme mes soirées. C'est un son plein. Un son de paix. Le son d'une vie qui m'appartient enfin, entièrement. Et c'est plus précieux que tout l'or du monde.